comme la bouffe, la nourriture et comme le temps. Pour moi, c'est des énergies. Je suis beaucoup dans le désir, dans la voracité, et donc je voudrais avoir plein d'argent, plein de temps, plein de bonnes choses à manger. Et les journées n'ont que 24 heures. Je n'ai qu'un seul estomac et qu'un seul corps, et je dois vraiment en prendre soin. Et l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Géraldine, bienvenue. Merci Fabrice. Merci à toi de venir et merci à toi parce que c'est très marrant. J'ai l'impression que je te suis depuis longtemps, comme ça en filigrane, depuis l'époque de ton blog. À l'époque, donc les blogs, ça fait 20 ans, non? Oui, c'est ça. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. J'ai créé Café Mode en 2005 et effectivement, toi avec Mademoiselle, j'ai l'impression de t'avoir côtoyé sans jamais t'avoir rencontré, mais donc on un peu pareil. On est contemporains des internets, on va dire. Clairement, contemporain des internets, c'est exactement ça. J'ai pas dit dinosaure. Un peu quand même. Un peu quand même. Écoute, merci beaucoup de venir parler dans Histoire d'argent. À vrai dire, tu as envoyé une newsletter il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. C'était en novembre, hein, c'est ça? Oui, on est en décembre. Il y a quelques semaines. Où tu parlais de ton rapport à l'argent. Et il y a quelques personnes qui font partie de ma communauté qui m'ont tagué et qui m'ont dit tiens, tu devrais aller voir ce qu'a fait Géraldine. Je te suis sur Insta, mais j'avais pas vu ce post-là, la magie des algorithmes. Hein. Et en fait, effectivement, tu parles dans cette newsletter de ton rapport à l'argent qui a l'air très présent chez toi, qui a l'air d'être là. T'en parles aussi dans ton bouquin et tu me l'as envoyé, merci beaucoup, qui s'appelle L'âge bête, qui est sorti chez Robert Laffont il y a 1 an maintenant, c'est ça, si je me trompe pas, où tu racontes, c'est trop intéressant ce bouquin parce que tu racontes tes 14-15 ans, hein, c'est ça l'adolescence. 90-91, comme ça te date au carbone 14, hein, un peu comme moi. Et tu fais aussi donc c'est des moments d'introspection où tu parles de tes souvenirs d'adolescente et tu as aussi c'est alterné avec des moments où tu parles d'aujourd'hui en fait, de ton écriture et de ce que ce processus d'écriture te fait bouger toi en interne par rapport à l'adulte que t'es mais aussi à ta famille quoi. Ouais, c'est ça. Trop intéressant et il y a beaucoup d'argent dedans. Ouais. C'est très présent. Gros sujet. Waouh. Je crois qu'on n'en a jamais fait le tour. Et effectivement, dans mon livre où je revisite mon adolescence, j'ai voulu écrire ce livre parce que j'avais besoin d'aller trier mes pensées et d'aller comprendre certaines choses qui n'avaient pas été bien rangées dans ma mémoire. Et il y avait beaucoup de sujets liés à l'argent. Et je continue d'avancer, de cheminer,
d'essayer d'être honnête avec moi-même et de me demander un peu où est-ce que ça coince, puisque de toute façon, je me fais pas d'illusions sur le fait que ça coincera toujours un peu l'argent, parce que c'est trop complexe. Sois pas défaitiste. Je pense qu'on peut avoir une relation plus saine, toujours plus saine, mais je me fais pas d'illusions sur le fait que ça coincera toujours à un moment. De toute façon, les choses ne tiennent, quand c'est humain, c'est jamais complètement d'équerre. Donc, je l'accepte, mais c'est c'est quelque chose qu'il est très intéressant de questionner, et donc j'étais contente que tu m'invites dans ton podcast parce que je vois bien que toi aussi, c'est un sujet que tu as beaucoup creusé, et beaucoup plus que moi d'ailleurs. Ah, je sais pas si beaucoup plus, c'est juste moi je me suis retrouvé comme un couillon avec à sortir de ma boîte que je gérais depuis 15 ans. J'avais l'impression d'avoir aucun problème avec l'argent et je me suis pris une énorme claque. Et ouais, depuis ce temps-là, je réfléchis et tu vois, je disais justement, donc je suis en train de me former là pour devenir spécialiste de la relation à l'argent, etc. Et on a été passé 3 jours avec le groupe, là on est 10. Et on a vécu une expérience avec l'argent qui était incroyable, je crois qu'il m'aurait fait péter un plomb il y a ne serait-ce que 2 ans, quoi. Et j'ai vécu ça de façon tellement sereine. Je me suis dit, putain, trop bien tu vois, de regarder en arrière et de te dire, c'est vachement plus fluide, c'est cool, quoi, de regarder un peu en arrière. C'est pour ça que je me permettais de te dire, sois pas si pessimiste, tu vois, c'est qu'il y a quand même moyen, j'ai l'impression de réussir à fluidifier tout ça et de s'ouvrir parce qu'en fait, finalement, c'est juste s'ouvrir à une forme d'abondance, quoi, tu vois, à recevoir, quoi. Je suis complètement d'accord sur le fait de m'ouvrir à l'abondance. Alors ça, j'essaie depuis un certain temps. Oui, non, je suis complètement d'accord. Et moi, ma relation à l'argent, elle s'améliore avec le temps. Après, on fait avec des contraintes, on fait avec une histoire, on fait avec des générations qui nous ont précédés. Et je veux pas du tout me poser en victime. Et en plus, j'ai une histoire familiale qui est quand même vraiment pas lourde par rapport à d'autres. Mais je veux pas non plus la minimiser. Ouais. Et donc, moi, j'essaye d'observer, de m'ausculter. Je suis beaucoup dans l'introspection. J'écris, je m'écris beaucoup. Et il y a des choses qui remontent. Et j'en parle avec un psy, je lis, je me documente, et donc ça va de mieux en mieux. Après, oui, il y a des gens qui ont une relation plus ou moins facile. Moi, je reconnais que c'est quelque chose qui revient tout de suite, en fait, qui remonte tout de suite, mais comme la bouffe, la nourriture, et comme le temps. Pour moi, c'est des énergies. Je suis beaucoup dans le désir, dans la voracité, et donc je voudrais avoir plein d'argent, plein de temps, plein de bonnes choses à manger. Et les journées n'ont que 24 heures. Je n'ai qu'un seul estomac et qu'un seul corps, et je dois vraiment en prendre soin. Et l'argent, ça pousse pas dans les arbres, donc il faut aller le chercher. Et c'est un effort. Et où est-ce qu'on met ces efforts pour aller chercher cet argent ? L'argent, ça pousse pas dans les arbres. C'est une phrase de ton père que tu. Non, c'est une phrase. C'est une phrase que ton père dit dans le bouquin. Ah bon ? Ah bah tu vois, tu sais mieux que moi. Il me l'a dite, mais là, tu vois, quand on en parle, c'est quelque chose où j'ai l'impression de l'avoir entendu de tellement de personnes différentes. Okay. Je l'ai intégré donc de manière familiale. Tu vois, ce livre, je l'ai écrit il y a plusieurs années. Oui, ça y est, il est. Ouais, je comprends. Mais c'est bien parce que tu m'aides à le redécouvrir. Tu as toute une partie où tu parles justement de, je crois que ça s'appelle l'argent dans les arbres, un truc comme ça. Ah bah tu vois. Et effectivement, tu vois, tu discutes à la fois de, donc t'as la partie, donc c'est pas ce jeu 113, hein, l'argent dans les arbres, et tu parles justement de acheter, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, s'en porte mon père. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Ouais. Ça, je l'ai bien compris. Il me semble même si rare que je ne vois pas comment les parents des autres en gagnent. Donc ça, c'est quand tu étais adolescente. Ouais. Et après, la partie d'après, tu débriefes avec ta sœur. Ouais. Parce que ta sœur fait beaucoup miroir pour le coup dans la partie actuelle, dans la partie adulte. Et elle est là, elle lit donc les parties adolescentes. Elle a lu les parties adolescentes et elle dit...
dis donc Géraldine, tu craques un petit peu, quoi. T'as une vision beaucoup plus négative que son propre souvenir à elle, quoi. Ah oui, puisque les souvenirs sont des illusions et que Oui. on n'a pas tous les mêmes, et que ma sœur, qui a 2 ans de moins que moi, elle avait une vision différente. En tout cas, ta sœur semble avoir été beaucoup moins touchée par la peur de manquer que tu peux l'être, toi. Oui, et c'est rigolo que tu parles de ma sœur parce que je suis très proche d'elle, et on habite pas loin maintenant, puisque moi j'étais en région parisienne et on est parti vivre à Montélimar, là où elle habite. Et ma sœur a un rapport à l'argent aujourd'hui qui est complètement différent du mien, où elle est passionnée d'immobilier, et donc elle investit beaucoup pour sa retraite, et l'argent fait partie de son quotidien, et elle l'aborde d'une manière qui n'a absolument rien à voir avec moi. Donc oui, on a un vécu complètement différent. Là où tu racontes que, et notamment dans cette newsletter, mais je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode, que toi, c'est un vrai travail compliqué pour toi d'avoir réussi à trouver déjà une routine pour intégrer ta gestion de l'argent dans ton quotidien, quoi. C'est ça. Tu le fais tous les matins, c'est ça? Je le fais tous les matins. Moi, j'ai eu... c'est un parcours, mon rapport à l'argent. C'est avec chaque étape... je monte un Everest. Waouh. Et il y a eu une des étapes, ça a été de me dire, bon, tu arrêtes de fuir, et tu abordes ta relation à l'argent comme du développement personnel. Et donc, puisque tu tiens ton journal chaque matin, j'ai beaucoup de rituels matinaux. Tu vas courir, tu écris ton journal, eh bien, tu vas faire tes comptes, parce que ça va t'aider à te sentir mieux et à savoir où tu en es dans ta vie matérielle. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'astreindre à faire mes comptes, et où, du coup, maintenant, c'est une telle habitude que je n'y pense même plus, en fait. C'est après avoir écrit mon journal, je fais mes comptes 1/4 d'heure, pas plus d'1/4 d'heure, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, parce que c'est vraiment pas encore, c'est pas du tout suffisant de faire ça, mais ça permet déjà de tu peux beaucoup moins fuir les réalités comme moi j'avais l'habitude de le faire, puisque j'avais un côté panier percé. Alors si on parle de profil, moi j'ai plutôt un profil montagne russe, où il y a des moments où je suis dans la confiance, puis il y a d'autres moments où je me dis ça va pas du tout, tu dépenses beaucoup trop d'argent. Donc j'essaie de réduire ces montagnes russes, en particulier avec cette tenue minutieuse des comptes. Mais je viens enfin, j'ai fait l'autruche pendant très 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 longtemps. On va parler de tout ça. La première question que je pose à tous mes invités, c'est, en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque en premier lieu? Moi, j'associe l'argent à la liberté. Avoir de l'argent, c'est Être libre. Être libre. Et en même temps, avoir de l'argent, c'est aussi l'idée que pour en avoir, il faut faire des choix. Pour en avoir, pour le garder, pour le faire fructifier ou pas, où est-ce que je le dépense. Il y a vraiment l'idée de choix. Donc c'est de la liberté et le choix. Les choix et la liberté. Ok, ça veut dire que si t'en as, t'es libre? Et si t'en as pas, t'es pas libre? Oui, le côté l'argent fait pas le bonheur, moi ça a toujours été une blague pour moi. Enfin, c'est être pauvre, ça rend pas heureux. J'ai un grand besoin, comme la plupart des gens, j'imagine, de sécurité intérieure, et pour moi ça passe par le fait de savoir que j'ai de l'argent et que j'en gagne aussi. Après, il y a toute la valeur qu'on s'accorde en gagnant de l'argent. Parce qu'on va en parler, mais moi, aujourd'hui, j'ai de l'argent sur mon compte en banque, donc a priori, je ne devrais pas être aussi stressée par l'argent que je le suis, sauf que j'ai fait le choix, il y a 3 ans, presque 4 maintenant, de devenir indépendante, alors que donc j'ai 47 ans, et avant j'étais salariée, j'ai mené toute ma vie adulte quasiment en étant salariée, et la grande étape dans laquelle je suis depuis plusieurs années maintenant, c'est de passer de quelqu'un qui a été salarié, et où mon objectif vis-à-vis de l'argent, c'était
réussir à arriver à la fin du mois sans être trop à découvert. C'était le seul objectif, vraiment. J'ai jamais réussi à mettre d'argent de côté. Tout ce que je voulais, c'était ne pas me mettre en difficulté. Et donc, j'ai toujours réussi à ne pas être trop à découvert. Tu dépensais beaucoup d'argent? Mais j'étais dans la flambe, mais dans une flambe raisonnable. Je me mettais pas en danger, mais jamais confortable. Alors que je gagnais correctement ma vie. J'étais journaliste et journaliste en rédaction et je m'étais bien débrouillée. Donc ça, c'était vraiment un salaire correct. Je suis passée de ça pendant vraiment longtemps à indépendante où je suis en train d'inventer mon métier. Donc j'ai toujours une approche journalistique. J'écris des articles en tant que pigiste pour le magazine Marie-Claire, mais à côté de ça, j'ai développé une activité de coach Instagram parce que je m'amuse sur Instagram depuis le début d'Instagram en 2011 parce que j'ai un passé de blogueuse. Et en devenant coach Instagram, j'ai acquis des compétences, des connaissances que je souhaite transmettre à plus de gens que juste des coachés. Et donc, j'ai développé des ateliers en ligne que je commercialise aussi. Et donc, je développe des activités comme ça. J'ai un peu d'activités de partenariat avec des marques. J'ai quelques clients pour qui j'écris des contenus. Donc, ça fait plusieurs activités comme ça. Ce qui est plutôt cool parce que de ce fait-là, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, quoi. Complètement. Ça amène un peu de sécurité ou pas? Mais je suis toujours, tu vois, ça fait, ça fera 4 ans d'activité en janvier 2024. Ça n'est toujours pas satisfaisant en termes de chiffre d'affaires. Je suis toujours en développement et donc j'ai cette peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à subvenir à mes besoins, où là, pour le moment, j'ai de l'argent de côté, et je gagne quand même de l'argent. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que vraiment, a priori, je devrais pas trop m'en faire, sauf que c'est très important pour moi de réussir à trouver mon équilibre financier, à savoir que toute l'énergie que je mets, qu'elle est placée au bon endroit et que ça génère justement de l'abondance, ce dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce que je vais trouver mon équilibre alors que en même temps j'aime bien me mettre en danger parce que je suis quelqu'un qui cherche, j'ai envie de faire les choses à ma manière. Je m'exprime sur Instagram, mais je suis pas influenceuse. Je dis que je suis journaliste, mais j'ai aussi des partenariats avec les marques. Ma communauté est extrêmement importante pour moi et donc j'ai à cœur de trouver une façon de travailler avec et pour ma communauté, mais d'une manière juste. Et en fait, plus j'avance, donc j'arrive près de la cinquantaine et plus je me rends compte d'à quel point il n'y a pas de modèle. Oui, il y a plein de gens qui font leur business sur les réseaux, mais le faire gagner ma vie à ma manière, en fait, personne d'autre ne le fait à ma manière. Donc, je dois l'inventer. Et c'est avant de démarrer le podcast, on parlait de Jung et c'est le processus d'individuation de Carl Gustav Jung. Voilà. Oui. Et bon tout ça, enfin pour moi, ça ne peut pas se faire sans douleur à certains moments et en même temps, c'est exaltant. Oh waouh. Parce qu'en fait, tu peux avoir les deux en même temps. Bah ouais. C'est-à-dire que tu peux être à la fois journaliste et en même temps avoir des partenariats avec les marques. Oui, sûrement journaliste mode, mais moi, j'ai un rapport assez intime avec ma communauté et elle me signifie très très vite quand elle trouve que c'est dissonant et je peux m'en affranchir, me dire elles peuvent penser ce qu'elles veulent et moi j'avance comme je veux et c'est une ligne de crête que je suis. Mais je me rends compte a posteriori qu'elles ont souvent raison. Donc, je sais que trouver ma façon de faire à moi, ça se fait à tâtons, ça se fait dans le noir. C'est un chemin qui n'est pas droit. Et donc, je suis en plein dedans.
et qui est en plus, j'imagine, hyper teinté de ta propre relation à l'argent. C'est-à-dire que je crois voir à peu près comment tu peux, et quand je dis tu, je parle aussi de moi, tu vois, comment j'ai pu, moi, mettre en avant des marques avec lesquelles j'étais pas forcément à l'aise, parce qu'il fallait, à un moment donné, tu vois, sur Mademoiselle, payer les salariés, etc. Et c'était hyper important pour moi de le faire, mais je sentais qu'il y avait un truc qui déconnait. Mais peu importe, en fait, tu vois, je savais aussi qu'il y avait une ligne qui était, en fait, à la fin, j'ai besoin de payer les salaires de tout le monde. Donc on y va. Et c'est dur de trouver ce juste milieu, je trouve. Oui, mais là, pour le coup, tu vois, c'est là où c'est rigolo, on parle de ça, mais c'est un peu les interrogations que j'ai en ce moment, parce qu'on est donc on enregistre en décembre 2023, et donc je prends très à cœur mon bilan annuel, et donc je réfléchis à toute l'année écoulée, et moi j'ai l'impression d'être extrêmement exigeante dans mon rapport aux marques, et tous les partenariats que j'ai faits, je les ai portés à 100%, et c'était un vrai choix, et je l'ai jamais fait uniquement pour l'argent, et souvent même il n'y avait pas d'argent d'ailleurs, c'était plus du gifting, enfin de l'échange, et pourtant il y a des choses qui sont pas passées auprès de ma communauté. Donc, je pense qu'il y a des choses où de toute façon ça passera jamais avec certaines personnes, et donc c'est bien qu'elles se détachent de moi aussi, et chacun poursuit sa route. Mais comme on est au moment des bilans, je me demande quand même qu'est-ce qui a pas été complètement en accord avec finalement comment moi j'ai envie d'avancer. Mais moi j'aime bien les rapports aux marques, j'aime bien les marques, j'aime bien le marketing, j'aime bien réfléchir aux stratégies de marque, j'aime bien quand j'ai fait une école de commerce, et j'aime bien quand une envie entrepreneuriale rencontre son public. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire dans mon coaching, c'est que j'accompagne des solopreneuses qui sont en général des femmes d'une cinquantaine d'années qui font, après avoir eu une première carrière, qui a montré ses limites, elles se lancent dans une autre vie professionnelle, passion, et comment on fait pour gagner sa vie avec ce qui nous intéresse vraiment. Moi, c'est en miroir, hein, je me sens en empathie avec elles. Et bon, ça, on en revient à chercher sa propre façon de faire, et en étant à l'aise avec le fait de demander de l'argent pour les services qu'on propose, ou les produits qu'on propose. Mais il faut d'abord soi-même avoir, j'imagine, soigner un peu sa relation à l'argent, et et être à l'aise avec lui. J'essaie. Et je suis là aussi pour ça. C'est cool. Tu vas m'aider. Tu sais, je voulais te dire un truc qui m'a été glissé à l'oreille par Christian Junot, tu vois, à l'époque, c'est l'expression gagner sa vie. Il faut faire attention à toutes ces expressions. Parce qu'en fait, ça veut dire que si demain, tu n'as plus d'argent, oui, non, c'est pas... tu perds ta vie. Ouais. Alors que ta vie, elle est toujours là, quoi qu'il. Ouais. J'essaie maintenant, tu vois, je dis plus. Enfin, en tout cas, j'essaie de plus dire gagner sa vie, je dis gagner de l'argent. Mais oui. Et la deuxième question que j'ai à te poser, c'est un souvenir marquant en rapport avec l'argent d'enfance? Alors, je sais plus si je le raconte dans ce livre-là ou dans le premier, mais il y a un souvenir que je ne m'explique toujours pas complètement, et qui est quand même comme dirait une amie à moi, du miam miam pour les psys. Donc je vais me faire un plaisir de te raconter l'anecdote, mais je devais avoir, je sais pas, peut-être 4 ans, je faisais encore ma sieste. Donc j'étais vraiment jeune, et je me revois, mais comme si c'était hier, sur, je sais pas, c'était mon lit, ou enfin, en tout cas, allongée. Et j'avais de l'argent de poche, et je comptais mes pièces, et il y avait donc des centimes. Je suis née 1 an avant toi. Je suis de 76, et donc c'était les années 80. Il y avait les centimes de francs. Il n'y avait pas encore les euros. Et je me revois en train de compter mes picaillons et de compter ces centimes. Et pouf, il y a une pièce que j'ai avalée. Et bon, moi, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Hein. C'est que je suis un peu dans la compulsion. J'ai du mal avec
les choses que j'aime bien manger. Et je trouve ça rigolo que quand même, mon premier souvenir attaché à l'argent, c'est que j'ai avalé l'argent. J'ai avalé une pièce et ça m'a fait mal au ventre. Et il a fallu, je vais pas rentrer dans des détails, mais il a fallu attendre que la pièce ressorte. Et c'était, la famille attendait. Enfin, c'était le bazar, quoi. Et je ne sais pas quoi penser de cette anecdote, mais je pense qu'elle est lourde de sens et qu'elle peut éclairer sur ma relation à l'argent qui est quand même. Je ne sais pas comment, je te laisse. Tu démarres, tu en parles hein, justement dans le bouquin et tu dis j'ai un rapport charnel à l'argent. Oui, parce que je me souviens, il y a le bruit des piécettes, il y a l'odeur du, je sais pas si c'était du cuivre ou quoi. Et Elisa, une personne que tu as reçue, en parlait très bien aussi du côté liquide des espèces, où le parfum des billets et le parfum des billets en francs, je trouve que ça n'a pas la même odeur. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont fait aux billets, mais ouais, les billets en euros, ils sentent pas du tout la même chose que les Pascal, tu vois. Je sais pas s'il y a peut-être une encre différente. Ah, mais c'était sûrement une techno et une encre différente. Et en tout cas, les billets de 100, les billets de 500, waouh. Mais tu crois pas aussi qu'il y a les billets de 500 ouais. Ah bah c'était, tu sais, moi j'avais un parrain qui avait beaucoup d'argent, qui était généreux. Et je me souviens que j'avais un billet de 500 francs qui m'arrivait par la poste quand j'étais enfant. Et c'était encore tout un truc parce que il fallait que le billet arrive. Et donc, il était soigneusement glissé. Il faisait pas de chèque. Il était soigneusement glissé entre dans une feuille pliée. Et on avait peur que le facteur se serve entre-temps. Donc, et puis moi, j'oubliais à chaque fois de remercier par un petit mot, évidemment. Et donc, c'était toute une histoire, mais c'était le billet de 500 francs. Et tu faisais quoi avec ce billet de 500 francs? T'avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir 10-12 ans. Et j'avais un abonnement à Mikado, parce que j'étais déjà passionnée de médias, de magazines. De presse. Et j'avais les Okapi qui étaient trop chers pour moi parce que c'était un bimensuel. Donc j'allais les lire et je les empruntais consciencieusement à la bibliothèque municipale. Et les Mikado, c'était un mensuel, alors je pouvais me l'offrir. Et je crois que c'était le même groupe Milan, ou c'était peut-être pas le même groupe, mais en tout cas, j'adorais ça. Ok, donc tu t'achetais les Mikado avec les 500 francs par an, je m'achetais un an de Mikado grâce à mon parrain qui est aujourd'hui mort, Cyril, et pour qui j'ai une pensée maintenant. Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie Pas pour gagner leur vie, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah bah ça, on va en parler. Alors, ma maman était, on disait pas à l'époque assistante, donc elle était secrétaire. Elle travaillait dans un laboratoire pharmaceutique. À la fin, elle travaillait chez Zeneca, qu'on ne connaissait pas à l'époque, en dehors le grand public ne connaissait pas, mais que tout le monde a connu parce que c'est le fabricant c'est devenu après les fabricants des vaccins Covid. Elle a été donc longtemps secrétaire, et mon père il a été agent commercial, et puis après il a créé son entreprise où il vendait ses services de commercial. Et il les vendait assez difficilement. Et c'est ce que je raconte dans le livre, parce qu'il avait c'était pas simple pour lui, l'entrepreneuriat. Et puis quand après je suis partie faire mes études supérieures, il est devenu directeur financier d'une fac, et il a rebondi. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux à la retraite, très heureux. C'est quoi leur rapport à l'argent, tes parents? On a entendu ton père qui disait que ça poussait pas sur les arbres, mais... Ouais. Je sais pas, c'est difficile de définir déjà son propre rapport à l'argent. Alors la relation à l'argent de ses parents, c'est encore plus difficile, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont pu te dire, tu vois, les petites phrases, justement, tu vois, cette histoire d'argent qui pousse pas sur les arbres. Qu'est-ce que t'en as retiré finalement de cette transmission de leur rapport à l'argent? Alors, c'est tellement complexe qu'il y aurait plein de trucs à dire, mais tu vois, la première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses la question, c'est que j'ai une très bonne relation avec mes parents, et avec mon père, on continue de beaucoup discuter d'argent, parce que on se rend compte que c'est toujours un sujet pour nous deux, et donc on explore, et il est très ouvert à la discussion. Et mon père, il est issu d'un milieu bourgeois,
mais bourgeois qui n'avaient plus d'argent. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir d'argent ? Là, ces derniers mois, j'ai encore eu des discussions avec lui parce que il y avait cette phrase, tu me demandes les phrases, il y avait cette phrase qu'il m'a dite régulièrement, qui était que il était issu de, ces deux grands-pères, des deux côtés, ces grands-pères avaient été ruinés. Et que pour lui c'était un héritage familial difficile et c'est quelque chose que longtemps j'ai pas questionné et je l'ai juste absorbé en me disant en fait dans la famille on n'arrive pas à entreprendre avec succès. On n'arrive pas à gagner de l'argent en étant indépendant. Ton père lui-même, Mon père a eu du mal et quand il a regagné de l'argent, parce qu'il en gagnait quand il était plus jeune et il en a gagné après, mais c'était pas en étant son propre patron. Et donc moi j'ai l'impression que j'ai tellement de difficultés aujourd'hui à vivre sereinement mon activité d'indépendante que en fait j'ai des résistances internes et qu'il faut que je les dépasse. Et en fait je me rends compte que oui, ce que je suis en train de dépasser, c'est cette croyance limitante que dans la famille, on ne peut pas gagner de l'argent par soi-même. On doit avoir un patron qui nous paye. Ouais. Et je trouve extrêmement important que je dépasse cette croyance, ne serait-ce que pour la lignée. Ça n'engage pas que moi, j'ai mon fils. Et puis, ça aussi engage moi. J'ai 47 ans. Il a encore largement temps. T'as encore du taf. J'ai encore du taf avant la retraite. Ouais. Et donc j'en ai discuté avec lui et en fait, de toute façon c'est fascinant d'explorer les mythes familiaux parce que une fois que tu t'attables et puis que tu creuses, tu te rends compte que en fait ce que tu avais cru comprendre était beaucoup plus fin. Et qu'il y avait des subtilités et donc en discutant avec mon père m'a dit il avait fait faillite, mais enfin il avait encore trois domestiques et c'était une autre époque aussi, hein. Le grand-père c'est mon arrière-grand-père, donc c'était avant la guerre de 14, donc de toute façon c'était aussi une époque où il y avait plus de domestiques, c'est pas transposable à aujourd'hui, mais il y a toute cette tout cet héritage-là qui est très dynamique, qu'on continue à interroger pour se dire, en fait, tout ça appartient quand même à nos aïeux. Et au bout du compte, on va les laisser là où ils sont, parce que c'est pas transposable. Et en fait, si, je vais gagner mon propre argent et je vais le faire à ma manière qui n'appartient à personne d'autre. Donc ça, il y a ça du côté de mon père. Et du côté de ma mère, c'est complètement différent, parce que ma mère avait ses deux parents qui étaient immigrés espagnols, très pauvres, paysans, et qui sont arrivés en France dans les années 1910 et quelques. Et non, ils sont nés. Ma grand-mère est née en 1908, donc ils sont arrivés bien avant la guerre civile espagnole et ils ont toujours été, ils ont travaillé à l'usine. En banlieue parisienne, et ma mère s'est extraite de son milieu. Donc aujourd'hui, on dirait transfuge de classe, même si elle n'a pas fait vraiment des études, puisqu'elle a juste étudié pour être secrétaire. Mais c'était quelqu'un de très curieux, de très qui a toujours aimé lire et qui a su s'instruire toute seule. Et donc elle, son rapport à l'argent, il était assez sain. Enfin, il est assez sain. C'est que on fait avec ce qu'on a et on s'en sort, on s'adapte et elle est pas dans la. Je crois que ni mon père ni ma mère sont trop dans la trop attachés à ce que les autres pensent d'eux. Ils sont assez libres d'esprit, tous les deux. Ils m'ont transmis ça, même si moi j'ai quand même évolué dans un milieu adolescente qui était assez snob, dans un collège, lycée privé, où j'ai bien chopé le virus du snobisme quand même, et c'est ce qui fait que j'ai voulu travailler dans la mode. C'est aussi le goût pour la mode qui est attaché au snobisme, je pense, et qui a fait que oh là là, le regard des autres, moi ça a quand même été un gros truc aussi dont je continue d'essayer de me défaire, et ça continue d'être... Encore aujourd'hui, c'est dur. Oui, et puis de toute façon, quand
quand t'aimes autant parler de toi sur les réseaux que moi je le fais, c'est qu'il y a quand même un rapport à la validation, aux besoins de validation, aux besoins de regard des autres qui est aussi à questionner et sur lequel je réfléchis beaucoup. Mais enfin bon, on n'est pas sorti de l'auberge quand même. Elle te vient d'où alors cette peur de manquer dont tu parles justement dans le bouquin ? Je crois qu'adolescente, il y a quand même eu cette fragilité où c'était difficile pour mes parents et mon père avait un côté il a toujours bien aimé faire les comptes et il est devenu comptable après, enfin il est directeur financier mais il est aussi comptable pour plein d'assos, il est assez engagé et il aimait bien faire les comptes de la famille et je pense que... Une forme de contrôle, c'est ça ? C'était important pour lui de contrôler ? Non, c'est pas tellement ça. Ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce qu'on dit aux enfants de la situation financière qu'on a en tant que parents ? C'est une vraie question que je trouve difficile parce que mes parents et mon père en particulier, qui était donc issu de la bourgeoisie où il fallait pas parler d'argent, il a pris le contre-pied de beaucoup de choses et donc il voulait qu'il n'y ait pas de tabou, ni sur la sexualité, ni sur l'argent. Et donc il voulait qu'on soit au courant. Donc on a été au courant, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir à quel point il traversait des difficultés ? Je suis pas sûre. Et là, moi, j'ai un fils de 12 ans et j'essaie de trouver la position juste pour lui faire comprendre la valeur de l'argent et en même temps le préserver de préoccupations d'adulte, en fait, qu'il aura adulte, mais à 12 ans, il n'a pas forcément besoin d'être exposé. Je suis sûr et certain qu'à 12 ans, il est déjà en plein dans les questionnements sur l'argent. Hein. Ça commence super tôt, en fait. Oui, c'est bien parce que j'ai une tasse en face de moi avec un dollar imprimé dessus. Un dollar canadien. Pour moi, c'est une vraie... En fait, on a tous une relation à l'argent dès le plus jeune âge, en fait. Et à partir du moment où tu vas voir tes parents qui commencent à aller travailler pour ramener de l'argent, a priori, parce que c'est ça qu'on t'explique assez petit, bah, tu commences d'ores et déjà à développer une relation à l'argent qui est OK, bon, bah alors, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Voilà, c'est fini, c'est parti, c'est en route. Ouais, donc forcément, ton fiston, même à 12 ans, il se pose forcément des questions et je trouve ça assez sain de venir lui expliquer, mais tu peux aussi lui expliquer que toi-même tu es en train de galérer avec l'argent dans ton rapport à l'argent, quoi, tu vois. Oui, non, je suis plutôt complètement que de d'accord. Faire semblant, entre guillemets, quoi, tu vois. Ah non, c'est pas l'idée de faire semblant, non, c'est plus l'idée de ne pas avoir à lui transmettre mes angoisses personnelles. Ouais, c'est de lui parler, de toute façon il baigne dans un environnement qui fait que bon bah c'est des éponges, hein, mais tu vas lui transmettre forcément. Bah écoute, il a pas l'air... C'est rigolo quand même. Tu sais, par des petites phrases, par des trucs que tu peux faire ou dire ou ne pas faire, justement. Bien sûr. Souvent du non-verbal, d'ailleurs. Oui, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Mais en même temps, tu peux aussi avoir une action et c'est rigolo de... Et tu peux avoir une action et en même temps, ce que j'allais te dire, c'est que c'est rigolo de voir... Enfin là, moi, donc mon fils a 12 ans et donc il entre dans l'adolescence et de voir à quel point il est tellement pas comme moi dans la relation à l'argent. Pour plein de choses, il est pas comme moi. Mais alors dans la relation à l'argent, de voir à quel point... Moi, c'est un truc qui peut m'oppresser et tout ça. Et de voir lui, mais qui a une relation complètement à lui et qui a l'air d'être quand même vachement plus tranquille que moi à son âge, où j'étais mais tellement dans le matérialisme, j'étais toujours en train de compter mes sous, de voir ce que j'allais pouvoir me payer. Et lui, il nous a raconté il y a quelques mois, ça a été avec mon mari, on s'est marré. Il a reconnu que il avait donné de l'argent à un SDF et on lui a dit bah très bien, enfin tu fais ce que tu veux avec ton argent, mais tu lui as donné combien je lui ai donné 15 €. Et on n'a pas pu s'empêcher de retenir, de dire ah ouais, d'accord. Et j'espère qu'il t'a bien remercié. Et il a dit oh bah je sais même pas parce qu'il était en train de lire. Donc je me suis dit oh là là, j'espère qu'il a pas volé, que l'argent ne s'est pas envolé sans que le monsieur se rende compte que ce garçon lui avait donné quand même plus d'un mois d'argent de poche. Donc voilà, il fait son expérience et son truc et c'est très rigolo de. Mais il n'était pas en train de regretter.
Ah non. Non, non. Non, non, et puis nous, on a essayé d'être on a eu un petit regard entendu, il fait ce qu'il veut avec son argent. Enfin, bon, c'était quand même pas mal, 15 euros, c'est bien. Il est très généreux, ce garçon. Donc oui, il fait sa relation à l'argent. Évidemment qu'elle est amorcée depuis déjà un long moment et on essaie de l'accompagner comme on peut, mais en essayant de limiter les projections et de faire les choses en conscience et comme des parents en 2023, quoi. Et c'est pas facile. C'est jamais facile. Et puis, de toute façon, on fait quoi que je ferai, il y aura des erreurs. Donc, il ira en parler à un psy Ah oui. dans quelques années. On est bien équipés maintenant. Oui. Ils iront te voir. Oh putain, venez. Tu feras Je ton ne suis pas coaching. psy, hein, Tu seras coach argent depuis plusieurs années et il pourra venir te consulter. Mais c'est un vrai sujet aussi d'éduquer, de la façon dont tu vas éduquer tes enfants à l'argent et de la façon dont tu vas éventuellement leur refiler ou pas tes peurs. Parce que, l'air de rien, moi, ce que j'entends un peu, c'est que ce fameux l'argent ne pousse pas dans les arbres, ça vient de ton père et que tu es toi-même en train de te battre un peu là face à cette croyance et à ce mythe familial. Comment t'as décidé de t'y prendre une fois que t'as levé le lièvre? Parce que t'en parles dans le bouquin de cette histoire de tes grands-parents ruinés, etc. Et que finalement, est-ce qu'ils étaient tant ruinés que ça? Bah voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ruiner surtout? Tu vois, c'est toujours pareil. C'est que ça ne veut rien dire. Ils ont dû fermer leur banque ou l'entreprise qu'ils avaient. Enfin, ils ont dû arrêter leurs activités et trouver des solutions de repli. Parce que quand j'en ai parlé avec mon père, il m'a dit attention, on n'a pas fait faillite. Dans la famille, l'honneur a toujours été sauf sur on ne doit d'argent à personne, on a toujours pu payer l'argent qu'on devait. Donc l'honneur. Oui, et puis ça montre aussi des subtilités, c'est pas juste pour moi qui suis pas dans l'entrepreneuriat tu l'es là. Oui, mais tu vois, cette histoire de faire la différence entre liquidation, faillite, enfin tous les termes, je sais pas les subtilités, mais il y en a. Bref, on va pas parler de quand ça va pas bien, puisque j'essaye de développer quelque chose et de penser à comment. Tu veux voir le verre à moitié plein, c'est ça? Bah oui, puis c'est surtout que Mais ça te fait peur, non? Non, j'ai un peu l'impression, n'empêche que tu as quand même cette peur permanente de ok, ça fait 4 ans, je m'en sors pas trop mal, mais peut-être que ça va plus marcher, comme si t'avais si t'avais pas confiance entre guillemets dans ta capacité à reproduire ça tous les ans jusqu'à l'âge où tu voudras arrêter finalement. Bah oui, puis c'est surtout que il s'agit pas seulement de reproduire, c'est qu'il faut que je fasse plus, parce que là c'est pas assez. Là c'est pas rentable. Je vis encore avec des économies. J'ai pas encore trouvé mon modèle et c'est ça que c'est ce sur quoi je fais souvent des points d'étape avec les gens qui me lisent et c'est ce qu'elles adorent aussi, hein. Enfin, je sais que on me demande régulièrement. Alors, j'aime pas du tout le terme de transparence parce que on peut pas du tout être transparent. Je pourrais jamais tout dire et heureusement heureusement on peut garder une opacité et j'y tiens énormément et je vais pas aller tout dire et ce serait impossible et ce serait même pas. Enfin, les gens ne veulent pas de toute façon tout savoir. Donc ce terme, je trouve que c'est un terme de l'époque qui est également à remettre en question. Mais en tout cas, il y a une forme d'honnêteté, puis d'envie d'exprimer les choses. De vulnérabilité un peu aussi ou pas? Bah, quand on exprime les choses d'une manière franche, on accepte d'être assez, de s'exposer. Là, moi, quand j'ai dit à Marc, à mon mari, que j'allais parler avec toi d'argent, il y avait l'idée, avec lui, puis avec, je sais plus, avec une amie, il y avait cette idée que, oulala, l'argent, peut-être que tu fais attention à ce que tu vas dire, parce que peut-être qu'on va aller te faire des reproches après, puis tu sais, sur les réseaux, ça part vite. Je dis oui, bah oui, j'accepte
je commence à connaître un petit peu les règles du jeu sur Internet et je sais aussi que c'est pas la même chose de lâcher une confidence dans un podcast qui est en plus, c'est un podcast de qualité. Et avec des gens qui vont m'avoir écouté pendant une demi-heure, c'est pas la même chose que de juste dire une phrase dans un post sur Instagram. Les gens ont une vraie démarche. C'est comme quand on envoie une newsletter, c'est qu'il y a un degré de nuance, de subtilité et d'intimité. Et moi, je partage vraiment des choses très importantes avec mes lectrices. Et donc, comme elles se questionnent sur leur propre rapport à l'argent, je sais que on avance ensemble en fait, et que c'est compliqué. Mais donc je te demandais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu comptes faire pour faire en sorte de dépasser ce mythe familial? J'essaie de trouver ma propre façon de faire en ayant plusieurs activités. Je sais que c'est pas le plus simple, parce que il y a plein de gens, ils se concentrent sur une chose et ils essayent de bien la faire et c'est déjà suffisant. Moi, j'ai une façon de raisonner, d'avancer, j'avance un peu en crabe, où je m'intéresse à tellement de choses, cette pensée en arborescence, là, et puis si j'essayais ça, et puis si je faisais ça, et puis ça, j'en ai plus envie, alors plutôt ça. Donc, il faut canaliser tout ça. Ce que je sais, c'est que j'ai une approche journalistique qui fait que je m'éclate à écrire des enquêtes pour Marie-Claire et que j'ai une super entente avec l'équipe éditoriale, avec Catel Pouliquin et Nathalie Deliveau, et que donc elles comprennent mes obsessions en fait, et qu'elles savent aller me demander des sujets qui vont nourrir mes propres réflexions, et que tout ça, ça fait que je peux avancer dans un travail journalistique qui durera le temps que ça durera, et que à côté de ça, j'ai des lectrices qui sont tellement engagées, avec qui je partage tellement qu'elles sont prêtes à payer pour qu'on aille plus loin ensemble, explorer des pistes qui, c'est à moi de définir. Donc c'est pour ça que j'ai développé le coaching Instagram, parce que moi, ma valeur ajoutée, c'est que je comprends le potentiel des gens. C'est que j'adore écouter les gens. Je pense que je partage ça avec toi parce qu'on a une fibre journalistique. On aime les histoires des gens. J'adore absorber les histoires des gens. Et quand j'écoute quelqu'un, je vois le potentiel et j'ai envie d'aider la personne à aller vers son potentiel. Et donc, je faisais du coaching bien avant de développer mon activité, parce que j'ai un enthousiasme où j'ai envie que les gens repartent rechargés à bloc, parce que ils ont repris confiance en eux. Alors, vous ne voyez pas Géraldine, mais la lumière s'est allumée directement dans ses yeux, là. Bim. Ouais, c'est vraiment ce qui m'éclate. Et donc, comment est-ce que j'exploite ça pour faire en sorte de gagner correctement ma vie en faisant ça? Tu sais que même en le disant, je ne m'en rends pas compte. Bien sûr. Je suis convaincue que je veux dire que c'est gagner de l'argent. Bah oui. Tu fais très bien de me corriger. Ça va devenir un running gag dans le podcast, parce que chaque fois je le dis, si tu veux, donc forcément. Non, mais c'est rigolo, parce que en même temps, important. c'est vraiment inconscient. Ouais. Et donc oui, comment gagner de l'argent, et donc je suis partie de là, et comme j'ai envie de le faire d'une manière qui soit la plus juste et qui aide le maximum de personnes, ça peut pas être uniquement avec des séances de coaching qui sont quand même assez un investissement financier important. Donc j'essaie de trouver d'autres moyens, et donc les ateliers en ligne, il se trouve que moi, mon métier, il a toujours été porté par les évolutions technologiques, où en fait je suis complètement technophobe, je suis vraiment nulle en techno, et donc j'ai suivi les évolutions technologiques, mais en même temps je suis complètement accro à Internet, et donc c'est à chaque fois dès que la technologie a été suffisamment accessible à des gens aussi nuls que moi en technique. Okay. Donc les blogs,
Avant, il y avait les pages personnelles sur Internet au tout Fallait début, coder. dans les années 2000. Il fallait coder. Moi, je ne sais pas coder. C'était beaucoup trop compliqué pour moi. Quand les plateformes de blogging sont arrivées, paf, j'ai démarré. Et ainsi de suite, les réseaux sociaux, la newsletter. Donc, la newsletter, c'est devenu vraiment mon moyen d'expression. Et là, il y a quelques semaines, j'ai mis en ligne mon site Internet et c'est parce que enfin, on peut avoir un site internet chouette qui devient une boutique en ligne sans savoir coder, sans savoir même construire le site, puisque j'ai payé quelqu'un pour construire le site, mais maintenant, ça va être à moi de le nourrir avec mon point de vue de personne qui écrit, parce que j'ai très envie de nourrir ce site en transmettant des conseils, en faisant que je vais nourrir le référencement aussi, et donc m'attirer une clientèle comme ça. Enfin, en tout cas, tu me demandes ce que j'ai, ma vision, c'est ça, c'est que j'ai envie d'aider les gens à aller mieux, à s'exprimer, en m'exprimant moi-même. Et en fait, il y a un effet d'entraînement où on va vers un mieux-être par l'écriture, par l'expression de ce qu'on a envie de créer. Et ça peut prendre plein de chemins différents. Et c'est pour ça que je fais des ateliers, je m'interdis rien, en fait. Là, je vais en faire un sur la concentration, sur les habitudes, sur trouver son flow, parce que ce sont mes préoccupations aussi. Et j'ai pas du tout envie de me poser en professeur. J'ai beaucoup à apprendre. En revanche, j'ai une curiosité et moi, je suis en recherche. Et ça, mes lectrices, elles l'ont compris et elles cherchent avec moi. Et donc, il y a un jeu de ping-pong permanent où on se soutient pour, comme le dit Rose Keren du podcast Contradiction, que j'aime beaucoup aussi, elle parle des addictions et elle interviewe des gens qui se donnent du mal pour aller bien. Eh ben, moi, je me donne beaucoup de mal pour aller bien. Et j'ai envie de réussir ma vie. Avec ou sans argent. Sans argent ? Bah, on peut réussir sa vie aussi sans argent. Je sais pas. Ah bah si. Moi, j'en suis convaincu, mais toi ? Moi, j'en suis convaincue, mais je suis convaincue que moi, il va falloir de l'argent. Mais si t'en... En fait, tu sais, c'est intéressant. Waouh, en voilà une belle décontradiction, tu vois. Ouais. Parce que, en gros, tu vois, tout à l'heure, tu disais, ok, pour moi, c'est ma sécurité intérieure, c'est ma liberté, c'est ma sécurité intérieure, l'argent. Mais en fait, si tu viens projeter sur l'argent ta liberté et ta sécurité, en fait, forcément, tu es dépendante de tes rentrées d'argent. Complètement. Et la meilleure façon de faire, entre guillemets, c'est de dissocier, c'est de remettre l'argent à sa place. C'est-à-dire, en fait, l'argent, c'est quoi ? C'est un moyen de transaction, c'est tout. Et en fait, ta liberté, ta sécurité intérieure, elle est en toi. Oui, complètement. Après, je sais que tu le sais, puisque t'as l'air d'avoir fait des années de psy en tout genre, si tu veux, mais de suivi thérapeutique. C'est vraiment pas... Enfin, je suis pas au bout de mes peines, tu vois. Oui, on l'est jamais, hein, de toute façon. Non, mais tu fais bien je pense que c'est très juste que tu me pointes. Et effectivement... Et c'est en particulier une réflexion que j'ai beaucoup menée cette année, c'est comment faire avec moins, alors que... Comment faire avec... ou comment aller chercher plus ? Comment s'ouvrir à plus ? Parce que, si je puis me permettre, tu me racontes que ton père était dur avec ton père quand tu étais adolescente. En tout cas, tes souvenirs de lui en train de galérer à vendre... il vend du vin, c'est ça ? Espagnol. Du mousse. Voilà, du mousse, genre du Freshenet. Une sorte de champagne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et il s'en sort pas, il galère, etc. Et toi, t'es super dur avec lui parce que t'as un peu la projection de il est en train de galérer et pourquoi il s'enquiquine à vouloir créer son propre business alors qu'il s'en sort pas, quoi. Oui. Alors que, en fait, rétrospectivement, il en gagnait quand même de l'argent. Oui, hein. parce que c'est aussi ça la subtilité. Vous alliez en vacances. Voilà, c'est que j'ai gardé ce souvenir-là, mais bon. Mais peu importe, c'est ton ressenti. T'étais dans un ressenti oui, de mais manque. il y a quand même aussi la vérité factuelle, c'est qu'il gagnait quand même de l'argent. Oui, j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, là, on s'en fout du factuel. Ce qui compte dans la vie, c'est le ressenti, je trouve.
Et surtout en C'est rapport... juste par égard pour mon père. Oui, ça j'entends. Oui. Non mais t'as raison, parce que tu le dis toi-même, tu dis en fait on partait en vacances, Ouais. on n'a jamais manqué vraiment. C'est-à-dire que, mais en revanche, ton ressenti toi de môme à l'époque, c'était il n'y a pas assez. Ouais. Et en fait, tu vois, tu me dis depuis tout à l'heure que t'es depuis 4 ans à ton compte, que c'est la première fois en plus. Donc, c'est à peu près à la période où ton père a commencé aussi son business, c'est ça, autour de 35-40 ans, un peu comme toi en fait finalement. Oui. Ah oui. Parce qu'il y a Dans- une répétition du schéma. Et, toi-même, tu dis que c'est compliqué pour toi parce que ça fait 4 ans et qu'en fait, t'es toujours pas à l'équilibre et tu cherches, etc. Mais je me demande, en fait, à quel point t'es pas aussi en train de répéter l'histoire du daron. Ah ben oui. Oui, t'es d'accord avec ça? Oui. Et je veux casser le schéma. Ok. Je veux que ça ne se passe pas de la même manière et que d'une manière ou d'une autre, je m'épanouisse en étant indépendante. Et donc se pose effectivement la question de oui, mais à combien? Enfin, parce que si je suis toujours avec cette peur de manquer, ce sera jamais assez et donc je serai jamais satisfaite. Donc c'est pour ça que j'essaie aussi d'ajuster des deux côtés, c'est que j'essaie d'aller gagner, de faire plus de chiffre d'affaires, mais en même temps d'avoir aussi moins cette envie qui plus jeune était abyssale. Enfin, c'était un truc on en revient à la relation à la nourriture. À vouloir manger l'argent. Voilà, la voracité, qui est un truc inextinguible. Enfin, donc ça va mieux aussi parce que je réfléchis aussi à quel point c'est lié au regard des autres et à quel point, en fait, je vais arrêter de vouloir prouver des trucs parce que je suis tellement bien dans la vie que je me suis construite et choisie. Parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai quitté la région parisienne. Moi, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en région parisienne. Je l'ai quitté après le Covid. On est parti. Vous faites partie de ces exilés. Voilà, c'est un peu cliché. On est parti en 2021 dans la Drôme, à Montélimar, et on habite maintenant une maison avec de l'espace, un jardin. Et je reviens chaque mois à Paris 3 jours, donc j'ai l'impression d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. On revient aux expressions financières. On n'en sort pas. Mais je me suis construit quelque chose, un style de vie dans lequel je suis profondément heureuse. Aujourd'hui, je suis profondément heureuse. Donc il faut pas que je l'oublie quand même. C'est que j'aime bien me questionner, j'aime bien parler en ligne de ce qui me pose problème parce que je suis toujours en train d'essayer d'aller mieux, mais ça va quand même super bien. On va pas noircir le tableau. Alors qu'est-ce qui va pas? C'est cette intranquillité intrinsèque. Où c'est toujours pas complètement apaisé, mais c'est quand même de plus en plus apaisé. Donc, il y aura toujours à gratter pour aller mieux. En tout cas, en ce qui concerne l'argent, j'ai un peu l'impression que tu continues à avancer. Et... Oui, je continue à avancer, mais... j'ai compris. Moi, j'ai beaucoup été dans la culpabilité et je me disais que j'étais nulle avec l'argent et du coup, je faisais pas beaucoup d'efforts parce que je me disais, mais de toute façon, c'est pas ton truc. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait une question de rythme et que l'important, c'est de se donner les moyens et d'y aller à son rythme. Et donc, moi, mon rythme, il est très lent. Donc, je progresse. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu un truc de cran d'arrêt. C'est que je recule pas. C'est que cette histoire de faire ses comptes et tout ça, maintenant, c'est faire mes comptes quotidiennement, c'est un truc, c'est acquis. Je vais plus faire l'autruche. Puis on en a pas parlé non plus, mais moi, il y a eu une progression dans le fait je suis mariée
depuis 2009, donc pas mal d'années maintenant. Et je suis mariée à quelqu'un. Ça m'a pris du temps d'accepter que ça allait être moi qui allait devoir gérer l'argent du foyer. Ça l'intéresse pas, tu le dis dans la newsletter. Alors, là, non seulement ça l'intéresse pas, mais en plus, ça lui fait peur. Il est pas. Et puis au-delà de ça, il est pas outillé. C'est-à-dire que il a, pour compter, c'est difficile pour lui. Donc, et en fait, il est dyscalculique vraiment. Voilà, il y a une oui, c'est de cet ordre-là. Et pendant des années, l'argent a été un sujet de discorde parce que je refusais d'admettre ça. Et donc j'exigeais dans mes schémas sûrement assez patriarcaux, hein, il y avait cette idée que tu dois, c'est ton boulot, mec, moi ça me fait tellement chier que je veux pas le faire, donc tu le fais. Et en fait, y a un moment, faut accepter de voir les choses d'une manière un peu plus large, et que j'étais plus outillée, en fait. J'avais plus les capacités, même si ça me répugnait. Il allait falloir que je m'y colle. C'est donc, d'autant mieux, je trouve, que tu décides de prendre les choses en main plutôt que de refiler un peu la patate chaude, quoi. Complètement. Et on s'engueule plus sur l'argent parce qu'il met beaucoup de bonne volonté et qu'il m'est reconnaissant du travail que je fais. Et lui, il fait d'autres choses. De toute façon, ça s'équilibre. Mais ça a été un cheminement de plein d'années. C'est vraiment... j'ai buté contre ça et donc d'accepter d'endosser ce rôle-là. Oui, j'ai progressé. Et là, maintenant, j'ai l'impression d'être à peu près au clair. C'est plus sur la gestion de mon entreprise où là, je suis encore beaucoup dans la honte d'être aussi... d'avoir encore autant d'étapes devant moi où oui alors c'est dans la honte. Oui, je me dis que oh là là, mais la meuf, elle a fait une école de commerce, ça fait presque 4 ans d'activité et je me suis beaucoup reposée sur ma comptable avant de comprendre que la comptable, c'est comme elle enregistre, mais c'est pas elle qui va avoir une stratégie financière et donc il n'y a pas de stratégie financière. Et donc maintenant, j'ai pris des choses en main suffisamment pour ne pas déléguer à ma comptable ce que moi je pouvais faire qui était nécessaire sur la partie purement comptable, mais toute la partie de stratégie financière, elle est vraiment encore pas du tout aboutie, et je sais que ce sont les prochaines étapes. Et en même temps, tu vois, tu me disais, un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Mais c'est parce qu'il y a personne qui t'a expliqué ? Parce qu'en fait, pour moi... Ah non, je fais des blocages. Ah, tu bloques. Parce que m'expliquer, on est dans un monde où tu peux trouver l'information partout, tu vois. Oui, mais en fait, pour moi, c'est différent d'aller chercher une vidéo sur YouTube ou d'avoir quelqu'un qui va venir t'expliquer ce que c'est que la différence entre un résultat net avant impôt et un résultat net après impôt et de combien il faut que tu payes. Tu vois, ça, c'est des choses que moi, j'ai apprises et c'est là où je voulais dire. Je te trouve un peu dur avec toi, c'est que pour moi, tu as été salarié pendant la plus grosse partie de ta vie professionnelle. Et moi, j'ai eu cette chance de me lancer dans le business à 28 ans. Et en fait, j'avais fait que 7 ans avant, mais les premières années d'entrepreneuriat, elles sont super dures parce que j'ai dû tout désintégrer, tout déconstruire, que le mot à la mode, ma façon de penser en tant que salarié pour switcher complètement à penser comme un entrepreneur. Ouais. Et c'est super dur. Et je crois que, tu vois, j'avais fait que 7 ans finalement avant, mais ça a été vraiment très très dur les premières années. J'imagine que si toi, t'as fait quoi ? T'as fait 20 piges, c'est ça en tant que salarié, c'est encore une autre limonade, hein. Exactement, et je rejoins ce que... Sois sympa avec toi. Oui, et puis
et puis, non, mais je suis très forte pour l'autoflagellation, mais et je rejoins ce que d'autres invités chez toi ont dit avant, c'est qu'on a vraiment un très gros problème aujourd'hui, c'est l'absence d'éducation financière. C'est que l'argent est tellement tabou en France que on nous apprend plein de choses à l'école qui ne vont pas avoir d'application pratique, et on ne nous apprend pas comment gérer un budget, ce qu'est un placement, comment préparer sa retraite. Compte tenu de ce qui nous attend, c'est quand même ce qui est absolument primordial pour ne pas se saborder. Il y a tellement de gens qui sont interdits bancaires en France. Ça pourrait, enfin, il y a un travail éducatif là qui est à revoir et qui est complètement corrélé au fait que, en France, l'argent c'est caca, quoi. Donc, l'argent c'est caca. Oh là là. Je crois que ça va être le titre du podcast. Ouais, et puis tu vois, on revient avec la boucle est bouclée avec l'anecdote du début. Oh putain, oui. Bien scato, Géraldine, c'est bien. Ça vole haut. Je suis désolée, Fabrice. Alors, ça reste tabou aussi, le caca. Tu vois, donc oui, quoi qu'il arrive, au moins il y a une cohérence. On est dans les tabous, hein, tu vois. Ouais, c'est en plein dedans. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire que oui, tu as raison. Je pense que de toute façon, je vais au rythme qui est le mien. Je pourrais dire tout ce que je veux et je pourrais m'en vouloir autant que je veux ou pas, être décomplexée. De toute façon, ça prend du temps. Mais en revanche, j'y travaille. Et j'évolue et j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction. Et je me fais de plus en plus confiance. Et je pense que le meilleur est à venir. Eh ben, ça fait plaisir de terminer sur une note positive. Je suis éternelle positive, éternelle optimiste. Donc, de toute façon. En tout cas, je te souhaite de réussir à t'ouvrir à l'abondance, de dépasser ce mythe familial de on est tous nuls et on termine à ruiner, tu vois, dans la famille. Merci Fabrice. Ce qui est vraiment un truc, une image repoussoir, mais qui n'est absolument pas la réalité. C'est ça qui est fou, hein. Donc, mais peu importe, c'est les histoires qu'on se raconte de toute façon au sein et de réussir, comme tu dis, à le faire pour toi, peut-être aussi à réussir à le faire pour ton fils ensuite, parce que tout ce que tu vas réussir à libérer toi, tu vas finalement réussir aussi à le libérer pour ton fiston, quoi. Pour mon fils et puis pour les personnes qui te suivent, qui me suivent ou avec qui j'avance en fait, parce qu'on est c'est comme je le disais, c'est tellement en miroir que c'est des interrogations que ces personnes ont aussi. Et puis c'est dur de créer son business. Et puis de toute façon, c'est dur. De toute façon, c'est dur de gagner de l'argent. Ok, il y a des gens qui y arrivent facilement, mais il y a une notion de toute façon d'effort. C'est que ça. Je suis désolée, mais. On y revient toujours. Ça pousse pas sur les arbres. Tombe pas, tout ça. Comme ça, il y a un moment. Mais alors, je suis pas d'accord avec toi. Alors oui, je sais. Je sais que et je viens de là, moi, je viens du Nord, donc c'est vraiment no pain, no gain. Oui. Tu vois, moi, j'ai Germinal dans le sang qui coule dans mes veines, vraiment. Ouais. Et je me suis rendu compte cette année que, en fait, quand tu décides de t'ouvrir à ça et tu décides que c'est pas difficile, que tu arrives à changer ta façon de voir les choses et de te dire, est-ce que c'est vraiment si difficile que ça ? Est-ce que vraiment ça pousse dans les arbres, ou alors tu peux éventuellement aussi le ramasser par terre ? Et peut-être qu'en fait ton daron il avait tort. Oui, et puis c'est tout ce que je nous souhaite en fait, hein. Ouais. C'est que l'argent soit plus facile à ramasser, tu vois. Regardez comme ça l'a fait marrer. Ouais. Ah non, mais j'aime bien changer d'avis, hein. Donc je ne demande qu'à être convaincue. Merci beaucoup Géraldine. Je mettrai tous les liens pour aller te suivre, et ton site internet et ta newsletter, etc. Dans les notes de cet épisode. Merci, un grand merci à toi, c'était hyper intéressant. Merci Fabrice, merci beaucoup. Je te souhaite plein de courage pour tes aventures entrepreneuriales. Merci, je prends. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.